bien casser la glace quand je rencontre des nouvelles têtes, des nouveaux élèves. Donc, je viens d'Auxerre, dans Lyon. On est là pour un partage. Je ne viens pas là pour faire un travail, mais n'ayez pas peur surtout. Je suis quelqu'un comme vous. Il y a pas... Alors, il y a une jeune fille qui s'est levée, qui était prête pour poser la question. Donc, tu peux y aller. Tu me donnes ton prénom. Alexandra. Alexandra. Alexandra, je t'écoute. Écrit ce livre. Pourquoi j'écris ce livre? Eh bien, ce livre me trottait dans la tête depuis quelques années en fait, parce que dans les manuels scolaires, on ne faisait aucune référence à la déportation des triangles roses. C'était pratiquement inconnu, même si certains professeurs pouvaient en faire allusion de temps en temps, jamais c'était développé dans les manuels scolaires. J'en ai parlé à mon éditrice en lui suggérant ce projet. Alors elle m'a dit, si vous le faites, ce serait bien parce qu'il n'existe aucun livre pour la jeunesse, aucun roman qui aborde ce sujet-là. Et ben pourquoi pas, ça serait bien. Et voilà comment ça a démarré. Je me suis beaucoup documenté et j'ai fait travailler mon imaginaire autour de faits réels en fait. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce roman. Oui. Les personnages... Sur quelque chose. Oui, Dominique. Oui. Alors, les personnages qu'il y a dans les Rocs de Sang, vous les avez eu comme... ça vous est venu comment? Alors les personnages, comme pour tous les auteurs, comme dans tous les livres, on les invente souvent. Donc c'est des purs produits d'imagination, ils n'existent pas bien sûr. Si les faits historiques existent, les personnages les inventés. Ils sont arrivés un peu au gré de l'inspiration. Hein. Au départ, j'avais fait mes fiches techniques, c'est-à-dire j'essayais à peu près le nombre de personnages qu'il me faudra dans mon histoire. Puis il arrive parfois qu'au cours de l'histoire, il y ait des petits personnages comme ça qui arrivent, un peu ce que j'appelle les second rôles comme au cinéma, qui arrivent dans l'histoire et un peu malgré nous. Donc il y a un peu plus de personnages qu'au départ, mais au niveau des personnages centraux, effectivement, j'ai vu sur une fiche. Voilà. Là, il y en a 3 principaux, mais je dirais qu'il y en a un peu plus que ça. C'est vrai que l'histoire s'articule davantage autour de ces 3-là. Voilà, donc les personnages sont complètement inventés. Il y en a que... Il y a en fait que la personne qui est en camp de concentration, qui peut être inspirée par des faits réels. Le reste, c'est de la fiction. Voilà. Moi, c'est Audrey. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Alors le titre, je dirais que le titre c'est une métaphore, parce que c'est un mot valise en fait. Dans ce titre, il y a plein de choses. À la fois, il y a la couleur rose, parce qu'effectivement, on parle de triangle rose. Hein. Donc la couleur du triangle qu'on trouve sur les vêtements des homosexuels, donc en concentration. Donc il y avait cette couleur rose dominante. En même temps, les roses, pour ceux qui ont lu le livre, c'est aussi quelque part un lieu de recueil. La grand-mère cultive ses rosiers au jardin. Donc elle n'a pas de tombe vers laquelle aller pour aller se recueillir, donc pour aller sur son frère. Alors elle a donc cultivé tous ces rosiers en hommage à son frère. Et puis on sait après aussi un hommage à l'autre garçon. Pourquoi les cendres? Ben, tout simplement dans les cendres, moi dans ma région, et puis un peu partout dans les campagnes, souvent les gens mettent au pied des arbustes, toutes certaines plantes donc de jardin, de la cendre de feu de bois. Ça sert à la fois de fertilisant et d'engrais. Et en même temps, la cendre rappelle, malheureusement, dans les camps de concentration, tous ces gens qui ont été brûlés. Tout ce qu'il reste, en fait, de ces êtres humains. Les cendres. Et en utilisant les cendres du feu de cheminée, du feu de bois, quelque part, elles fertilisent, donc, et elles redonnent la vie à des roses qui vont éclore. Quelque part, c'est l'espoir, c'est la réouverture, comment dire, la lumière, ce qui se
passe après la mort, quoi. Donc elle fait refleurir des roses. Donc voilà, dans ce titre, les roses de cendre, ce sont des roses qui arrivent à devenir belles grâce à la cendre. En même temps, c'est le symbole des cendres qu'on avait dans les camps de concentration. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça. En même temps, ce titre est complètement expliqué dans le livre. Je ne sais plus à quel moment donné. Mais quand j'ai donné le titre à mon éditrice, elle m'a dit mais on garde le titre, on ne va pas le changer parce qu'il est tellement symbolique qu'on ne trouvera rien d'autre d'aussi approchant. Voilà pour le titre. Tu t'appelles Madi? Ah, c'est génial. Je ne pensais pas en trouver une parmi toutes mes interventions. Pourquoi elle comporte un secret? C'est le thème du livre en fait. C'est le secret de famille. C'est le thème central du livre, le thème essentiel. S'il n'y avait pas le secret, je ne pense pas que le livre aurait pu être écrit. En tout cas, on l'aurait écrit, mais je l'aurais écrit, mais peut-être avec moins de profondeur, moins de profondeur. Tout le monde a compris que le secret, c'était ce que portait la grand-mère dans le livre. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire tout de suite au début de sa vie, puis après on en prend l'habitude, puis arrive à la fin de sa vie, on se dit quand même, il est temps que je puisse m'alléger et ouvrir l'abcès. Donc souvent c'est le cas des secrets de famille, surtout dans le cadre de guerres comme ça, où les choses ont tendance à les garder un peu en soi. On connaît le cas des Juifs déportés, donc qui sont rentrés, pour ceux qui ont la chance de rentrer, pendant des mois, voire des années, ces gens-là n'ont pas pu communiquer ce qu'ils avaient pu vivre dans les camps. Tellement c'était difficile à porter, et puis tellement il n'y avait pas de mots pour les exprimer. C'était tellement épouvantable, inhumain, qu'on n'avait pas les mots pour le dire. Donc souvent, les gens parlaient très tard dans leur vie de ce qui leur était arrivé. C'est un peu le cas de cette grand-mère, avec ce secret, le fait d'avoir dénoncé son frère, et d'avoir dénoncé un peu, je dirais pas innocemment, mais sans savoir la portée que ça pouvait avoir. Donc ce secret-là, après, elle a mesuré ce qu'elle avait fait, elle a pu voir jusqu'où elle a pu aller, tout en faisant une dénonciation qu'elle ne voulait pas. Elle voulait simplement que son frère soit recadré par cette police allemande, elle voulait simplement que son frère soit recadré, voire peut-être même un peu giflé. Je ne sais pas ce qu'elle avait imaginé en fait. À aucun moment, elle a pu imaginer qu'il existait des camps de concentration pas si loin de chez elle en fait, en Pologne et en Allemagne. Donc là, peu à peu, son secret a mûri, quoi. Puis donc à la fin de sa vie, elle ne pouvait plus le garder. Donc le secret, le livre sans le secret, c'est carrément comme un être humain sans ossature, quoi, sans os. Il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien, quoi. C'est qu'une enveloppe. Voilà le secret. Le secret, c'est, je dirais, la colonne vertébrale du livre, en quelque sorte. Même si dans le livre, on trouve des sujets on trouve des choses peut-être plus importantes. Alors, surtout, on va essayer qu'il y ait des questions que ce ne soient pas toujours les mêmes qui parlent. On va essayer de jouer là-dessus. Tu as déjà parlé. On va attendre un petit peu. On va peut-être continuer à interroger ceux qui n'ont pas encore parlé. Ça ne t'empêchera pas de revenir après. Alors. Pourquoi vous avez ce livre sur l'histoire d'amour? Parce que je trouve que l'amour, c'est quand même assez... c'est un peu la soupape comme dans la vie. Je veux dire, une vie sans amour, c'est pas une vie, autant mourir tout de suite. L'amour, c'est quand même la clé de la vie, je veux dire, ce qui permet d'avoir une motivation, d'avoir au moins une raison de vivre, même s'il y en a d'autres. Et moi, j'ai aucun livre, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands, il y a toujours une histoire d'amour dans mes livres, parce que l'amour, c'est la vie. Et que j'ai envie de défendre la vie. Voilà. Alors, c'est pas un livre sur l'amour. C'est un livre où il y a l'amour dans une histoire, parce que c'est impossible de faire autrement. Il y a plusieurs histoires d'amour. Mais voilà, je crois qu'on écrit, on ne peut pas y faire un livre sans parler des sentiments humains. Et
dans les sentiments humains, l'amour, c'est quand même le premier. Voilà. Ah, Christophe, enseignant, j'aurais voulu vous demander si vous interveniez dans le choix de la couverture. Alors la couverture, c'est un travail complètement parallèle à l'écriture. Hein. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même métier qui entre en jeu. La couverture, là, a été faite par une illustratrice que j'aime beaucoup, qui est une amie par ailleurs, qui s'appelle Nathalie Novi, qui a fait énormément d'albums pour enfants et plein de couvertures de romans et en bibliothèque. Si un jour vous vous attardez là-dessus, vous verrez qu'il y a énormément de livres de cette personne. Il s'avère qu'en général, on ne demande jamais l'avis à un auteur chez l'éditeur. L'éditeur achète l'histoire, la conception du livre, la maquette, nous on n'a rien à y voir. Donc il peut arriver qu'il y ait des couvertures minables, le livre ne nous plaira donc pas, et c'est un choix de l'éditeur. C'est parce que par rapport à la sensibilité de l'histoire, ou la dureté de l'histoire, ou de l'univers de l'auteur, l'éditeur va aller chercher dans ses archives, dans ce qu'on appelle les books, hein, dans toutes les planches d'illustration qu'ils ont d'archivées, un illustrateur qui pourrait correspondre à l'univers de l'auteur. Il s'avère que là, Nathalie Novi travaillait à l'époque, préparait un album dans ma maison d'édition, et que quand j'ai écrit ce livre, il y a des passages que j'ai écrits en pensant à Nathalie, parce que par rapport à son univers de peintre, et j'ai demandé à l'éditrice si on pouvait me faire une faveur et faire en sorte que ce soit elle qui fasse ma couverture. Donc ça s'est fait, j'étais très heureux. D'ailleurs la couverture elle m'a plu dès le départ. Par la suite, l'illustratrice m'a offert le tableau, donc j'ai un tableau original de la couverture, et elle a fait ressortir ce qu'elle ressentait après avoir lu le livre, hein, parce que on envoie à l'illustrateur le manuscrit, quand même, il faut qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Donc elle a extrait des passages de... Par exemple, là, c'est la grand-mère à l'entrée de la cuisine, hein, et elle voit sa petite fille, Suzanne, entre ses deux copains. Et dans cette image-là, elle se revoit, elle, entre son frère et le copain de son frère. C'est exactement presque la même photo. Il y a un transfert d'une génération à l'autre. Donc Nathalie Novi l'a extrêmement bien exprimé. Et on voit là, de manière très discrète, que moi je n'avais pas vu quand on m'a envoyé le livre, quand l'éditeur m'a envoyé mon livre, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit triangle rose là, qui était sur la table, et qui en fait est un simple pétale de rose qui est en train de sécher, qui est tombé du bouquet. Et elle a représenté le petit triangle, de manière très discrète. Et puis au dos du livre, là, c'est donc, elle a fait l'héroïne, donc Suzelle, avec une petite boîte à musique, parce que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, il y a la lettre de la grand-mère cachée dans la boîte à musique. Donc voilà pour la couverture. Donc vous avez bien compris que la couverture, les auteurs ne peuvent y être jamais pour quelque chose, parce que c'est vraiment deux métiers différents. Et puis il faut savoir que les illustrateurs font des écoles spécialisées de formation d'illustrateurs. Hein. Ce sont des gens qui sortent d'une école spécialisée avec un diplôme pour devenir illustrateur. Voilà pour la couverture. Est-ce que ça, j'ai suffisamment dit? Bonjour. Si vous deviez présenter votre livre à des gens qui ne le connaissent pas, comment est-ce que vous présenteriez votre histoire pour les amener justement à lire ce livre? Alors, c'est même pas moi qui peux je vais vous le dire, mais en général, dans les petits résumés de présentation des auteurs, on entre dans un fichier, c'est-à-dire où on fait un bouquin policier, un bouquin de science-fiction. Après, les éditeurs détaillent. Je vois que les élèves l'ont fait là par rapport à... Je sais plus, j'ai vu ça tout à l'heure, on s'était précisé donc les thèmes là-haut. Il y a des thèmes qui ont été isolés par les élèves, ce qu'ils ont ressenti par rapport au livre. C'est vrai que le premier trait de caractère du livre, c'est le secret de famille. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, on va parler de déportation, parce qu'il s'agit quand même de ça. Hein. Déportation, d'homosexualité, parce que c'est quand même lié à la déportation des homosexuels. Et puis dans le livre, il y a un parallèle avec l'homosexualité aujourd'hui, comment elle est vécue, comment elle est perçue. Voilà, je dirais, voilà, secret de famille, déportation, homosexualité. C'est vraiment les trois traits de caractère.
Maintenant, pour présenter le livre, il faut en entrer plus dans les détails. Après, c'est plus difficile, quoi. C'est plus long. Oui. Gwenaël, avez-vous l'intention de faire une suite à ce roman? Non, c'est extrêmement rare qu'on puisse faire une suite à un roman. Si ce n'est pas décidé au départ avec l'éditeur, au départ on décide si on fait une série ou si on fait un roman. Lorsqu'il s'agit de séries avec un personnage récurrent, il est évident que tout est décidé d'avance. Hein. On prévoit 5 tomes et on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Un roman, ça reste sans suite. Et puis même pour l'auteur, c'est pas très passionnant d'écrire une suite à un roman dans lequel on a donné beaucoup déjà. Donc on n'est pas sûr d'être aussi bien dans l'écriture du second tome, par exemple. Enfin, pour moi, en tout cas, je parle en ce qui me concerne. C'est pourquoi j'écris toujours des épilogues à la fin de mes livres. Une petite page comme ça pour dire, voilà, les personnages vont... J'aime pas stopper un livre comme ça, point net. J'aime bien dire, bah, tel personnage va évoluer dans telle situation, un tel va partir, un tel va faire ça. C'est pour justement éviter au lecteur de rester sur sa fin, ce qu'elle veut dire. Donc c'est pourquoi j'ai toujours une page de prologue à la fin. Il y en a qui prennent ça pour du bâclage, il y en a qui disent « Oh oui, monsieur, mais la fin du livre, elle est un peu bâclée. » Non, elle n'est pas bâclée. La fin du livre, elle s'arrête effectivement avant le prologue, avant l'épilogue, si vous préférez. L'épilogue, c'est un petit plus. C'est justement ne pas larguer les lecteurs. Oui. Déborah. Déborah. Votre livre n'est-il publié qu'en France? Alors logiquement, les livres, lorsqu'ils sont publiés, ils sont aussi distribués dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'on peut trouver mon livre au Canada, partout où on parle français, donc on le trouve en Belgique, en Suisse, Belgique, Suisse, Canada. Où généralement c'est vraiment les plus connus. Comme ça. Après, si le livre a vraiment un réel succès, un gros succès, là l'éditeur démarche pour décrocher des marchés, démarche pour décrocher des marchés, c'est pas très beau. Je veux dire, va faire traduire le livre à l'étranger, donc il pourra sortir en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Angleterre. C'est vraiment après. Si le livre a vraiment peut-être que celui-là, je le souhaite, pourrait éventuellement être traduit. J'aimerais beaucoup. Mais pour l'instant, on peut lire dans les pays francophones, ce qui est déjà pas mal. Oui. Le titre du livre, il vous est venu avant d'avoir écrit l'histoire, pendant ou après? Alors avant. Ça paraît toujours un peu étrange, mais à chaque fois que j'ai un projet de livre, donc j'écris ce que j'appelle le synopsis. Comme au cinéma, on écrit avant de tourner un film, on écrit toujours ce qu'on appelle le synopsis, le résumé de l'histoire. Donc moi, je fais la même chose pour un roman. Je vais avoir l'histoire. Généralement, ça m'arrive en 10 minutes, un quart d'heure, l'histoire d'un livre. C'est le hasard, ça m'est dicté, ça m'arrive comme ça. Donc, je vais écrire très vite 3 pages du livre, du début jusqu'à la fin, pour dire ce qui va se passer dans ce bouquin. Et là, tout de suite, un titre va m'arriver. Mais alors, le titre, en général, arrive très naturellement. J'ai pas besoin de me passer le cerveau à la moulinette. Je le trouve assez vite. Et les roses de cendre me sont arrivées, mais alors tout naturellement, très très rapide. Alors quand j'ai ça, je vais à l'ordinateur et je tape le nom du dossier. Quoi. Je tape déjà en gros le titre du livre qui n'existe pas. Comme si quelque part il était déjà là sans être là. Et moi ça me sert de support, ça me sert d'appui quelque part. Ça m'oblige à aller au-delà. Je me dis maintenant il y a un titre de livre, il faut absolument que je travaille, que je m'y mette et que je me mette à écrire. Oui. De quoi vous êtes inspiré pour écrire cette histoire? Alors, bon déjà en gros il y avait la déportation. Ça c'est déjà la grosse source d'inspiration. C'est quelque chose d'énorme. C'est une mine incroyable pour faire des recherches. Alors ensuite, quand j'ai eu mon sujet, et ben là je suis allé souvent en bibliothèque. J'ai visionné pas mal de documentaires. J'ai interrogé des gens.
interviewé des gens qui avaient connu cette période-là. Il y en avait beaucoup. J'en ai trouvé. Et là, j'ai pu commencer à faire mes fiches de personnages, savoir combien j'allais mettre de personnages, en gros, comme ça, et puis savoir qui ils étaient, quel âge ils avaient, comment ils étaient dans leur tête. Donc, c'est des petites fiches signalétiques comme ça, dont je me sers, que j'étale sur mon bureau. Et voilà, donc, tout en me documentant comme ça, j'ai pu aborder le sujet, quoi, tout simplement. Donc à partir de mon thème central, après la magie fait le reste, quoi, selon ce qu'on trouve. Alors, ça je vais vous les faire passer si vous voulez, hein, c'est vraiment l'ADOC principal. Il y a simplement, parce qu'on parle de documentation, une chose que j'aimerais vous dire, c'est que si j'avais pas trouvé une toute petite phrase dans l'une de ces pages-là, Suzanne n'aurait pas existé. Et la trahison dans le livre n'aurait pas existé. J'aurais écrit le livre autrement. J'aurais fait un livre sur les triangles roses, je ne sais pas comment, mais j'avais pas une histoire aussi importante, enfin aussi bien articulée, quoi, avec plein de personnages et tout ça. Je suis tombé sur une page comme ça, dans un magazine que j'ai retrouvé. Et c'est à propos d'une exposition qui avait été faite justement sur la déportation des homosexuels. Et c'était à Washington. Et c'est un homme qui est interrogé là dans ce magazine, et quelqu'un lui a demandé, un journaliste lui a demandé, quelle a été la réaction de la population allemande à la persécution des gays. Et il répond, les nazis ont exacerbé l'homophobie présente dans la société allemande. On a vu des gens dénoncer leurs voisins. L'un des documents les plus tristes que nous présentons est la lettre d'une sœur qui dénonce son propre frère à la police. Et moi, ça a fait tilt. C'était vraiment une petite lumière qui s'est mise comme ça à clignoter. J'ai souligné la phrase, j'ai mis la petite étoile à côté, et je me suis dit, voilà, je tiens le sujet de mon roman. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Il suffit d'être tombé au bon moment sur un article, et c'est parti de là, quoi. Donc voilà comment m'a été inspiré vraiment le roman après. Pour répondre directement à votre question. Ça, je peux commencer à les faire passer si vous voulez. Je voulais vous demander combien de personnes avaient participé à l'élaboration de l'œuvre par rapport justement à vos recherches, tout ça, est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous avez collaboré directement de manière suivie sur ce livre et peut-être sur d'autres aussi? Alors en fait, bon, la personne à 95% et demi, c'est quand même moi. Mais c'est vrai qu'à la fin du livre, je remercie des gens. Ça, c'est toujours le respect, parce que je trouve que quand on nous aide, il faut remercier les gens. Et à la fin du livre, par exemple, j'ai remercié une dame. Cette dame, pareil, c'était quand j'ai écrit le livre, c'est marrant, il y avait plein de choses, plein de signes qui étaient sur mon chemin comme ça. Et là où je travaille la semaine, je ne réponds pas d'avance à des questions qui sont peut-être prévues, mais je ne fais pas que le métier d'écrivain, j'ai un autre métier à côté, qui est dans le domaine de la culture. Et il s'avère que au bureau, j'ai une dame qui est d'origine alsacienne, et sa mère était infirmière pendant la guerre, en Alsace-Lorraine. Et cette femme, j'ai pu la voir au téléphone, elle avait perdu un de ses frères dans un convoi, dans un train qui avait été bombardé par les Allemands. Et cette dame n'avait jamais entendu parler des triangles roses pendant la guerre. Et pourtant, c'est une femme qui soignait les soldats. Et tout ça pour vous dire que c'était bien caché quand même, hein. C'était bien occulté. C'était vraiment tabou, c'était vraiment la chose dont on ne parlait pas pendant la guerre. Donc elle m'a appris qu'elle ne connaissait pas. Et puis un autre monsieur en Alsace-Lorraine aussi que j'ai eu, lui, par téléphone et au courrier, qui m'a énormément évité de faire des bêtises dans le roman. Parce que moi, au départ, mes personnages, je les avais situés un peu au nord de la France, comme ça, vers chez moi, tout autour de Paris, bref. Pour moi, c'était la grande liberté, je partais avec mes personnages, mais attention, on parle d'histoire de France quand même, hein, faut pas se planter. Et ce monsieur m'a dit, mais attention, c'était uniquement, on n'arrêtait que les homosexuels sous la coupe allemande, c'est-à-dire
les Allemands occupaient à l'époque l'Alsace, l'Alsace-Lorraine, et à l'époque, ces Français-là étaient allemands. C'est pourquoi on les arrêtait. Ils ne correspondaient pas à ce que voulait Hitler et Himmler. Donc ça dépassait de la marge, enfin, c'était dans la marge, ça dépassait, et on arrêtait ces gens-là. Donc cet homme, il avait l'âge, pendant la guerre, il avait justement l'âge de mes personnages. Donc c'était vraiment quelqu'un pour moi d'important, et il m'a donné quelques éléments comme ça. Et puis il y a une association aussi à Lille, avec qui j'ai correspondu beaucoup par mail, et depuis je suis allé les voir, j'ai fait une rencontre littéraire aussi chez eux. Ce sont des gens qui, eux, défendent, luttent contre l'homophobie, et défendent aussi beaucoup, font valoir les droits, et la reconnaissance surtout. Parlent de la déportation du Triangle Rose. Donc ils font un travail assez énorme en documentation, etc. Ils organisent beaucoup de séminaires, des choses comme ça. Et eux m'ont apporté des précisions. Petite parenthèse, ils m'ont aussi appris que chaque année, au moment où on dépose des gerbes sur les monuments aux morts, eh bien, à Lille par exemple, ça s'opérait en 2 fois. Déjà, les gens venaient avec donc des fleurs pour déposer au monument aux morts pour les anciens combattants. Donc il y avait le discours des anciens combattants, il y avait leur groupe, et les homosexuels qui avaient leurs gerbes, les gerbes de fleurs pour les homos déportés. Eux sont derrière une barrière. Tu sais, les barrières qu'on voit dans la rue quand il y a des concerts comme ça, les barrières en fer. Ils sont derrière. On ne les fait pas, ne sont surtout pas autorisés à être avec les autres. Quand le premier hommage est donné, ensuite les homosexuels viennent faire leur discours, déposer leur gerbes. Ce qui prouve qu'en 2006, 2005, 2006, 2007, eh bien c'est encore véritablement tabou et pas reconnu, quoi. Donc ça c'est vraiment complètement ridicule. J'espère que sur le plan politique les choses vont évoluer à ce niveau-là. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, il faut savoir aussi que les chiffres sont complètement inexacts. Les statistiques concernant les triangles roses ont été stoppées. On ne sait pas à l'heure actuelle combien d'homosexuels sont revenus des camps de la mort, combien ont été tués aussi. Ça oscille entre 5 000 et 15 000. Donc la fourchette est quand même très évasive, hein, on ne sait pas. Tout simplement parce que les chiffres, l'enquête, les recherches ont été stoppées par les résistants. Les anciens combattants, tous ces gens-là, on se sont opposés à ce qu'on continue les recherches parce que ça fait tâche. Ça fait tâche quoi, sur la guerre. C'est pas bon de parler des homosexuels pendant la guerre. Ce qui paraît aberrant. Parce qu'un être humain reste un être humain, quelle que soit son identité, quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il est. Et voilà, on en est là pour l'instant. Oui. Amélie, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre? Alors, je vais dire qu'écrire un livre, c'est une aventure. Alors, l'aventure, elle a duré à peu près 3 mois pour ce livre. L'aventure, ça veut dire que pendant environ un bon mois, là, je vais me documenter. Je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure, aller en bibliothèque, acheter des livres, rencontrer des gens, contacter des gens, faire vraiment provision de documentation. Alors, ça demande un certain temps. Quand j'ai tout ça, je vais mettre tout ça devant moi sur le bureau. C'est-à-dire que je vais les mettre carrément en pagaille devant moi. Il y en a sur les murs, il y en a plein de bureaux. Et au moment où je vais amorcer un chapitre qui va parler de certains paragraphes dans ma documentation, là je vais tirer un paragraphe, la doc, et je vais le romancer. C'est-à-dire que je vais prendre une scène, comme la scène du camp de concentration par exemple, qui est assez dure à lire, comme elle était très très dure pour moi à écrire. Je vais prendre une scène de ma documentation et je vais inventer. Je vais pas inventer parce que la chose elle est vraie, mais je vais romancer tout simplement, avec mes descriptions à moi, avec la psychologie du personnage que je vais devoir adopter.
je vais devoir me projeter dans le personnage. Et là, c'est très très difficile. Donc voilà, un mois de documentation pour bien faire les choses, et un bon mois, voire un mois et demi d'écriture, et le reste, la correction. Correction. C'est-à-dire que je vais retravailler beaucoup mon roman, parce que je vais laisser reposer un petit peu. Après, je deviens mon propre lecteur, c'est-à-dire j'ai oublié les phrases que j'ai écrites. Je vais devenir mon propre lecteur et voir tout ce qui ne va pas. Il y a des phrases trop longues, des mots trop compliqués peut-être à lire, des tournures un peu alambiquées qu'on ne va pas forcément comprendre à la première lecture, et je ne perds